Les journaux de Lucie. Je suis Lucie. En 1939, quand la guerre éclate, j'ai 27 ans et j'enseigne l'histoire en lycée. Dès 1940, je m'installe à Lyon et m'engage dans la résistance. Avec d'autres personnes, je participe à la création du mouvement Libération et réalise des journaux clandestins. Eh bien, on commence à résister sans en avoir conscience. Au début, on refuse un certain nombre de choses qui nous paraissent inacceptables. La défaite, l'armistice, l'occupation allemande, mais aussi la politique du gouvernement de Vichy. Alors on décide de faire quelque chose. Mais à ses débuts, la résistance n'a pas d'organisation, ni même de nom. Tout est à inventer. L'action commence de façon modeste. Nous n'étions pas nombreux, un petit groupe de quelques personnes. À Lyon, nos premiers gestes d'opposition prennent la forme de graffitis ou d'inscriptions. Le plus souvent, nous dessinions, sur les murs ou les monuments, la croix de Lorraine, le symbole choisi par le général de Gaulle pour représenter la France libre. Puis, nous avons confectionné des tracts avec des slogans faciles à retenir, comme « Vive l'Angleterre » pour que vive la France. Notre objectif était d'attirer l'attention de la population. Très vite, lorsqu'on refuse quelque chose, on ne peut pas le garder pour soi. Il faut donc informer. Si la première arme de ce qu'on appellera la résistance, c'est le refus, sa deuxième arme, c'est l'information. Alors on s'est dit, un tract, ce n'est pas suffisant. Et nous avons décidé de créer un journal. Au début, la seule arme des résistants, ce sont les mots. Notre objectif est de faire connaître les événements passés sous silence par la presse officielle, soumise à la censure, et de rallier les Français à la cause de la résistance. Pour cela, on a choisi des titres qui évoquent l'esprit combatif et suscitent l'espoir, comme « Libération » ou encore « Combat ». Nous utilisions également des citations pour interpeller et inciter la population à résister. Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. La réalisation d'un journal nécessite plusieurs étapes: la rédaction, l'impression et la distribution. La fabrication demande beaucoup de moyens, dont en tout premier lieu le savoir-faire de professionnels qu'on appelle les imprimeurs. Au début, nous n'en connaissions pas. Alors le premier numéro a été réalisé avec une imprimerie d'enfants à seulement 50 exemplaires. Le 5e a été polycopié et cette fois-ci, nous en avons tiré 500 exemplaires. C'était déjà un énorme progrès. C'est à partir du 7e que nous avons travaillé avec des imprimeurs de métier. Le journal a alors été imprimé sur une vraie presse et tiré à plus de 3000 exemplaires. Dans le contexte de la guerre, les difficultés sont nombreuses pour imprimer. Les matériaux comme le papier et les encres spéciales et les outils, machines à écrire, Ronéo, machines à imprimer, nécessaires à la fabrication, sont rares. Les machines à imprimer qu'on appelle les presses font du bruit et fonctionnent à l'électricité. Enfin, une fois le journal imprimé, il est difficile de le distribuer, car c'est interdit. Malgré tout, au fur et à mesure, des filières se mettent en place et des presses clandestines sont aménagées dans des lieux, tels que des caves, notamment à Lyon, qui jouent un rôle capital dans l'édition clandestine. Pour réduire le temps consacré à la composition du journal, qui jusqu'à présent se faisait caractère par caractère, les résistants imprimeurs créent un nouveau procédé d'impression. Une plaque de zinc en relief, ancrée en surface, que l'on presse sur une feuille. C'est ainsi qu'au printemps 1944, le tirage de la presse clandestine atteint les 2 millions d'exemplaires, soit autant que la presse officielle. Face à la censure des autorités allemandes et du gouvernement de Vichy, les journaux clandestins ont permis de maintenir l'expression des différentes opinions, essentielles au rétablissement de la démocratie. Pour moi, ils constituent l'une des plus éclatantes réussites de la résistance. Dans le contexte actuel, l'histoire de la presse clandestine et les journaux dont j'ai fait don au musée sont des outils très concrets pour comprendre l'importance de l'information et du pluralisme, piliers de notre démocratie.